pouvoir d'achat. Donc, pour commencer les travaux, on va faire une présentation sur ce que c'est le pouvoir d'achat, son mode de calcul et ses limites, et ensuite présenter son évolution sur les 10 dernières années. Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord rappeler pourquoi il est important aujourd'hui de parler du pouvoir d'achat, et pour cela rappeler quelques éléments de contexte. Donc, depuis l'automne dernier, comme vous le savez, le pays est rythmé par le mouvement de protestation des Gilets jaunes, qui comptabilise aujourd'hui 50 000 manifestations partout en France. Donc, qui dénoncent principalement la baisse du pouvoir d'achat et le ras-le-bol fiscal. Et même si aujourd'hui le mouvement semble un peu s'essouffler, parce qu'on avait 282 000 participants à l'acte 1 et 7 000 samedi dernier, la question du pouvoir d'achat reste bien sûr centrale pour les Français. Et c'est quelque chose qui a été confirmé selon une enquête qui a été réalisée par Odoxa sur Internet le 2 et 3 janvier dernier, où on demandait aux Français, parmi plusieurs souhaits qui étaient listés, de choisir lesquels étaient à leurs yeux les plus importants. Et donc pour 54% des personnes interrogées, augmenter le pouvoir d'achat est la priorité numéro 1. Et on constate que les deux sujets qui suivent, à savoir faire diminuer la pauvreté et la précarité en France et baisser le niveau des impôts et des taxes, sont aussi intimement liés au pouvoir d'achat qui occupe de plus en plus l'esprit des Français, puisqu'on constate que leurs poids ont fortement augmenté depuis. Et donc, s'agissant d'une question centrale pour les citoyens, il est important de savoir de quoi est-ce qu'on parle, c'est pourquoi on souhaite rappeler ce qu'est le pouvoir d'achat, son calcul, et ses limites qui entraînent une distorsion entre la statistique qui est annoncée et le ressenti des consommateurs au quotidien. Alors, le pouvoir d'achat, déjà, c'est d'abord une statistique qui est nationale et moyenne, qui est calculée et délivrée tous les trimestres par l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc, selon l'INSEE, il correspond au volume de biens et services qu'un revenu permet d'acheter, donc autrement dit, c'est ce qu'on peut consommer en biens et services. Donc, du coup, le pouvoir d'achat, c'est une statistique nationale qui est calculée et délivrée tous les trimestres par l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc, selon leur définition, il correspond au volume de biens et services qu'un revenu permet d'acheter. Donc, autrement dit, c'est ce qu'on peut consommer en produits, services, biens, avec notre rémunération qu'on a tous les mois, une fois qu'on a payé toutes les charges qui sont obligatoires. Et le système de calcul de l'évolution du pouvoir d'achat, il est assez simple. C'est l'évolution du revenu disponible brut, donc c'est le revenu moins les charges obligatoires, et auquel on soustrait l'évolution des prix. Alors, comme je viens de le dire, le revenu disponible brut correspond à la somme des différents revenus perçus par les ménages, auxquels on soustrait les charges obligatoires, à savoir les impôts et les cotisations sociales. Et pour calculer l'évolution des prix, l'INSEE se sert de l'indice du prix de la dépense de consommation finale des ménages. C'est donc l'évolution du prix d'un panier de biens et services moyens consommés par les Français. Et il est plutôt choisi par rapport à l'indice des prix à la consommation, car son champ il est un peu plus large. Il comprend notamment des services non marchands comme l'enseignement, les services de santé, les hébergements médico-sociaux. Il comprend aussi les services de logement des propriétaires et des services d'intermédiation bancaire qui ne sont pas compris dans l'indice des prix à la consommation. Alors, du fait de cette prise en compte, il y a plusieurs biais d'origine statistique, mais aussi psychologique, qui induisent une distorsion justement entre la statistique nationale qui est délivrée et le ressenti des consommateurs. Donc déjà, il y a un problème au niveau de la perception du revenu réel des Français, parce que, alors, pour trois raisons, il n'y a pas de prise en compte des transferts sociaux en nature dans le revenu disponible brut, donc ce sont des biens et des services individuels non marchands qui sont fournis aux ménages par les institutions, donc par exemple les médicaments ou les soins médicaux. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que la hausse de la population fait mécaniquement augmenter le revenu global des Français, enfin de la France, puisqu'une augmentation de la population augmente le nombre de travailleurs et donc augmente le revenu global. Et ensuite, le dernier biais au niveau de la perception du revenu, c'est qu'il y a un accroissement des ménages monoparentaux, donc des ménages avec un seul parent et 2 enfants. Et il s'avère que la vie à plusieurs permet de réduire certaines dépenses. Par exemple, si vous avez un abonnement Internet, ça ne va pas vous coûter 2 fois plus cher s'il y a 2 personnes qui l'utilisent plutôt qu'une. Et donc, du coup, pour cela, l'INSEE calcule ce qu'on appelle les unités de consommation. C'est-à-dire que dans un ménage, le premier adulte va représenter une unité de consommation. Tous les autres adultes du ménage représenteront 0,5 unités de consommation et les enfants de moins de 14 ans, 0,3 unités de consommation.
Donc si on prend en compte les unités de consommation et les transferts sociaux de nature, on obtient ce qu'on appelle le revenu disponible brut ajusté par unité de consommation. Et ce dernier est un peu plus proche de la réalité, mais malheureusement, ce n'est pas les chiffres qui sont communiqués dans les médias. Par exemple, au premier trimestre de cette année, on dit que le pouvoir d'achat a augmenté de 0,9%. Et là, on parle du pouvoir d'achat classique. Alors que si on prend le pouvoir d'achat calculé avec le revenu disponible brut ajusté par unité de consommation, c'est un peu long, et il a augmenté de seulement 0,6%. Ensuite, il y a un deuxième biais qui existe au niveau des prix. Donc déjà, un biais statistique qui fait que l'évolution des prix elle est calculée sur un panier moyen de la consommation des Français. Et donc du coup, cette augmentation ne correspond pas à la dépense de tous les Français. Par exemple, quelqu'un qui vit proche des transports en commun et qui n'utilise quasiment jamais de sa voiture n'aura pas les mêmes dépenses de consommation en carburant et du coup ne sera pas impacté de la même façon d'une hausse des prix des carburants que quelqu'un qui vit très loin des transports en commun et qui est obligé de prendre sa voiture tous les jours. Et ensuite, il existe des biais psychologiques qui font qu'on est beaucoup plus attentif sur les prix des produits qu'on achète au quotidien, donc l'alimentation, les factures courantes des énergies et le carburant. Par exemple, si le prix des meubles augmente de 20%, je pense que ce sera beaucoup moins dur psychologiquement que le prix du carburant qui augmente à 20% parce qu'on n'achète pas tous les jours des canapés, mais par contre tous les jours, quasiment toutes les semaines, on fait plein pour sa voiture. Et il y a aussi un autre biais psychologique qui fait qu'on est beaucoup plus touché par la hausse d'un prix, la perte de bonheur est beaucoup plus importante quand un prix augmente que la hausse de bonheur liée à une baisse des prix. Ça, c'est juste des problèmes psychologiques. Et ensuite, la dernière limite, c'est qu'il y a le poids des dépenses préengagées. Donc les dépenses préengagées, ce sont les dépenses qui sont liées à un contrat, qui sont difficilement arbitrables à court terme. Donc c'est par exemple le loyer, les factures d'énergie, les abonnements internet, téléphoniques. Et elles représentent environ un tiers des dépenses des Français. Et bien sûr, plus le revenu du ménage est faible, plus ce poids augmente. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a un tiers des dépenses qui ne sont pas du tout arbitrables à court terme. Et donc on a ça donne l'impression d'être prise au piège par les prix, justement, si le prix de ces dépenses augmente dans le monde. Donc voilà, ça c'était un peu la méthodologie sur le pouvoir d'achat. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que les différents composants du pouvoir d'achat ont augmenté ces 10 dernières années. Alors du coup, dans les revenus sont pris en compte l'excédent brut d'exploitation et les revenus mixtes des entreprises individuelles. Donc c'est la rémunération de l'entrepreneur et éventuellement de sa famille si elle a contribué au travail de l'entreprise et le profit de l'entreprise. Donc la rémunération brute des salariés, les revenus de la propriété, les prestations sociales et les autres transferts courants. Donc dans les autres transferts courants, c'est principalement les indemnités d'assurance nette des primes. Et ensuite, dans les charges, il y a les impôts et les cotisations sociales. Et les principaux impôts payés sont évidemment l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés pour les entreprises individuelles, la CSG, la CRDS, la taxe d'habitation, l'impôt sur la fortune immobilière, qui remplace l'impôt de solidarité sur la fortune, et la taxe foncière. Donc du coup, au cours des 10 dernières années, les revenus ont augmenté de 19%, on passe de 1800 milliards d'euros en 2009 à 2150 milliards d'euros en 2018, donc c'est notamment les prestations sociales qui ont augmenté de plus 24% et la rémunération des salariés qui a augmenté de plus 22% qui entraîne cette hausse. L'excédent brut d'exploitation et les revenus mixtes des entreprises individuelles s'accroissent moins rapidement, on est à plus 12% sur la période, et le revenu de la propriété baisse de 6%. Ensuite, au niveau des charges, elles augmentent de plus 27,9%. On passe de 570 milliards d'euros à 728 milliards d'euros en fin de période. Donc la progression, elle est plus rapide que les revenus, mais quand on regarde les valeurs absolues, c'est quand même moins important parce que les revenus s'accroissent de 375 milliards d'euros sur 10 ans et les charges s'alourdissent de 160 milliards d'euros en 10 ans. Donc la hausse des charges est notamment due à une augmentation des recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu qui augmente de 60% en 10 ans et de la CSG qui augmente de 53%. Et les recettes fiscales liées à l'impôt sur la fortune immobilière ont bien diminué de 48%. Mais après on est quand même sur des montants qui sont beaucoup plus faibles parce que pour l'impôt sur la fortune immobilière on a autour de 6 milliards d'euros par an alors que pour l'impôt sur le revenu par exemple on a 75 milliards d'euros donc du coup c'est des
des évolutions un peu à prendre avec des pincettes. Et donc, en combinant les effets positifs des revenus et les effets négatifs des charges, on obtient un revenu disponible brut qui augmente de 15% sur 10 ans. On passe de 1232 milliards d'euros à 1421 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'il augmente quasi continuellement sur toute la période, alors sauf entre 2012 et 2013. Et cette année-là, c'est dû à une forte hausse des impôts et des cotisations sociales, et un revenu qui stagne, et notamment pour les revenus mixtes et l'excédent brut d'exploitation des entreprises individuelles. Ensuite, au niveau des prix, donc l'indice du prix, la dépense de consommation finale des ménages passe de 95 à 102,8, donc ça correspond à une hausse générale des prix de 8% sur 10 ans. Et donc j'ai voulu regarder un peu en détail les produits qui avaient augmenté. Donc là, par contre, ce sont les données de l'indice des prix à la consommation. On reprend qui reprend la classification des fonctions de consommation des ménages, où il y a un détail par produit. Donc on constate que les prix qui ont fortement augmenté, c'est pour les produits liés au tabac, qui ont augmenté 58%, les énergies pour la vie dans le logement, qui ont augmenté de 42%, et les carburants, qui ont augmenté de 36%. Alors qu'en parallèle, on a les prix qui sont liés aux communications, qui ont baissé de moins 25%, avec notamment une chute des prix des téléphones portables qui baissent de 75%. Alors c'est toujours un peu surprenant d'entendre ça, alors qu'aujourd'hui un smartphone peut valoir 1000 €, donc on peut se dire comment son prix a pu baisser de 75%. Et bien ça vient du fait qu'en fait, dans l'indice des prix à la consommation, l'évolution des prix elle est calculée à la qualité constante d'un produit. Donc si la qualité d'un produit augmente, ben, ça justifie une hausse des prix, mais qui n'est pas considérée comme une inflation, mais juste une justification de la qualité. Et donc on suppose qu'aujourd'hui les smartphones procurent une utilité beaucoup plus importante aux consommateurs que les anciens portables, et que cela justifie bien une hausse des prix, mais ce n'est pas une inflation. Et je voulais revenir sur la catégorie logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles. Donc cette catégorie représente ce qu'on appelle une grande partie des dépenses préengagées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit que les prix de ces dépenses augmentent de 20%. Donc ça veut dire que sur un tiers des dépenses que font les ménages tous les mois, le prix de ces dépenses augmente de 20% et les consommateurs ne peuvent rien y faire. Donc ça renforce vraiment ce sentiment d'être pris au piège. Et en plus, surtout pour les plus bas revenus, où le poids de ces dépenses peut augmenter jusqu'à 60% dans certains cas. Oui, petite chose, Sophie. Alors, on est en train d'imprimer ton PowerPoint, donc on vous distribuera, mes camarades, Donc, c'est pas la consommation de tout un chacun, on a tous des consommations très différentes des biens et services. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui ne fume pas ne sera pas du tout impacté par la hausse des prix du tabac, alors que quelqu'un qui fume 2 paquets par jour sera beaucoup plus affecté. Et donc du coup, l'évolution des prix qui est calculée, elle est moyenne, elle ne reflète pas le quotidien des consommateurs. Et ensuite, il y a des biais psychologiques qui font qu'on est plus attentif sur les prix du quotidien et qu'on est plus malheureux d'une hausse des prix que heureux d'une baisse des prix. Et ensuite, oui, pardon. Et il y a le problème du coup des dépenses qu'on appelle préengagées, donc c'est des dépenses qu'on va devoir payer tous les mois un peu obligatoirement pour vivre, donc c'est le loyer, voilà, par exemple, les dépenses d'énergie pour vivre dans son loyer, donc l'eau, le gaz, l'électricité, et aussi aujourd'hui les abonnements téléphoniques et internet, parce que visiblement on ne peut plus s'en passer aujourd'hui, et donc ça représente un tiers des dépenses des consommateurs, et donc du coup, voilà, il y a un tiers des dépenses qui sont complètement figées, et si les prix augmentent sur ces dépenses, ben, on peut rien y faire, on ne peut pas arbitrer notre consommation du jour au lendemain et tout changer en disant bon bah c'est bon, c'est fini. Donc voilà, il y a un tiers du revenu qui est cristallisé pour ces dépenses, et si les prix des produits dans ces dépenses augmentent, et ben on n'a pas le choix, on doit subir l'impact de la hausse des prix de plein fouet. Et donc ça, voilà, ça crée une distorsion entre ce que nous dit l'INSEE, qui est une statistique nationale de toute manière, donc c'est pas fait non plus pour refléter le quotidien des consommateurs, ça c'est sûr, c'est pour donner un climat général de ce qui se passe en France. Mais du coup, voilà, c'est un peu ce qui arrive, c'est que du coup la statistique ne représente pas notre quotidien, et on dit aujourd'hui que le pouvoir d'achat augmente, alors que je pense pas qu'il y ait grand monde qui dise ça à la fin du mois une fois que tout a été fait.